Bon. Eh bien, bonjour à tous. Le rendez-vous du 50 de cette semaine concerne un sujet quand même assez sérieux, puisque le sujet, c'est assurer la sauvegarde de votre cabinet. Alors, comme j'ai tendance à penser que le fait de faire un testament ne tue pas plus les gens, je pense que le fait de penser à la sauvegarde de son cabinet s'il arrivait quelque chose à un expert comptable ne lui fait pas plus de mal et peut effectivement faciliter grandement la suite. Alors, pour ces interventions de ce soir, il y a moi déjà, donc Jean-Marie Tumerel, je suis le président de la commission du tableau. Et la commission du tableau, c'est la commission qui va s'occuper surtout de ces problèmes en cas d'empêchement dans votre cabinet. Alors l'empêchement peut être définitif, hein, si c'est un décès, mais il peut être aussi provisoire en cas de maladie d'un expert comptable ou en cas d'accident. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis assisté de Patrick Souzana, qui est le président du comité solidaire, alors qui n'est pas là pour l'instant, mais on l'aura, il sera avec nous en visio. Il y a Vincent Hamou, qui est un de nos confrères commissaires aux comptes, qui lui est également en visio parce que je crois qu'il a eu des petits soucis Covid. Il a préféré ne pas venir nous contaminer. Et je suis là également avec maître Sylvain Goyot-Bataille, qui est un éminent notaire et qui nous parlera des différentes solutions juridiques pour pallier un petit peu à cette sauvegarde. Alors, au niveau de l'ordre des experts comptables, attendez, je passe la zapette en même temps. Voilà, au niveau de l'ordre des experts comptables, on avait mis en place une convention d'entraide et d'assistance. Alors, généralement, lorsque les jeunes experts comptables s'installent, on les incite à signer cette convention d'entraide et d'assistance. Alors, en quoi ça consiste cette convention? C'est simplement de se dire si demain, demain, je suis seul dans mon cabinet parce que j'exerce en profession libérale en BNC, ou j'exerce en société, mais je suis le seul expert comptable dans la société. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un souci, un empêchement, une grave maladie, je tombe dans le coma, j'ai un accident, qui va gérer mon cabinet? Le but de cette convention d'assistance, c'est que ce soit vous qui, dès le départ, pensez à qui vous allez confier votre cabinet s'il y a un problème. Alors généralement, c'est de dire, je connais un confrère expert comptable avec qui je travaille. Si demain je suis empêché pendant 3 mois, 6 mois, je préférerais que ce soit lui qui gère mon cabinet. Voilà. Alors cette convention, on vous incite tous à la signer si vous ne l'avez pas fait, mais on vous incite également, si vous avez signé cette convention il y a un certain nombre d'années, peut-être de la réactualiser et de regarder si là où les confrères que vous avez mis dans cette convention, déjà, est-ce qu'ils sont toujours experts comptables? Est-ce qu'ils exercent toujours? Est-ce qu'ils n'ont pas été radiés parce qu'ils ont pris leur retraite, etc. Est-ce que vous n'êtes pas fâché avec l'expert comptable que vous avez mis dans votre convention? Bref, est-ce qu'il ne faut pas la réactualiser et mettre quelqu'un d'autre? Donc déjà, le premier point, c'est de vous inciter à aller sur le site de l'ordre et à remplir cette convention d'assistance et d'entraide. Alors sinon, on passe, si vous êtes empêché, dans ce qu'on appelle l'administration provisoire. Alors au niveau de l'administration provisoire, on a quand même des textes. Donc les textes, c'est l'article 166 du décret du 30 mars 2012 qui dit qu'en cas de décès ou d'incapacité d'un expert comptable, hormis le cas de suspension, bon, on ne parlera pas aujourd'hui des suspensions ou des empêchements liés à des radiations, on parlera simplement de la sauvegarde en cas de sauvegarde de votre cabinet, en cas de décès ou en cas d'empêchement physique.
Alors, l'administration provisoire consiste en quoi? Elle va consister à demander à un professionnel d'assurer votre remplacement. Alors, c'est souvent le président du conseil régional qui, à la demande du professionnel indisponible, s'il est toujours en état de parler, ou avec son accord ou l'accord de ses héritiers ou de ses ayants droit, va désigner, si vous ne l'avez pas fait dans la convention dont on a parlé préalablement, si vous n'avez rien fait, c'est le président de l'ordre qui va désigner un expert comptable en vue d'assurer votre remplacement provisoire. Donc, ce remplacement, comme vous pouvez le voir sur le slide, c'est une mission qui est gratuite, a priori, sauf si effectivement ça nécessite un gros travail. On pourrait très bien imaginer que l'administration provisoire nécessite que l'administrateur passe par exemple une journée par semaine dans votre cabinet parce que vous avez plusieurs collaborateurs, qu'il faut revoir des bilans, etc. Dans ce cas-là, il peut y avoir une convention d'indemnité, mais cette convention d'indemnité doit recevoir un agrément du Conseil de l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre va quand même vérifier que les montants, les montants qui figurent dans cette indemnité sont raisonnables. Voilà. Alors, les principes à respecter, c'est que l'administrateur provisoire doit être déjà un expert comptable inscrit. On va pas nommer des illégaux pour gérer votre cabinet, ce serait le comble. Et il faut savoir que cette mission d'administration provisoire, elle doit être couverte par une assurance responsabilité civile. Alors, au niveau pour les experts comptables qui sont déjà, qui font partie du groupe de l'assurance groupe de l'ordre via Verspiren, il faut quand même prévenir Verspiren que vous avez une mission d'administration provisoire. Pour les experts comptables qui ne sont pas à l'assurance groupe, mais qui sont assurés chez un autre assureur, il faut prévenir votre assureur et sachez que même si la mission votre mission d'administration provisoire est gratuite, s'il y a un complément d'assurance qui est demandé par votre assureur, ce complément d'assurance, bien entendu, vous sera remboursé par la personne que vous remplacez provisoirement. Voilà, alors les différents cas d'administration provisoire, c'est ce qu'on a dit. Le cas le plus flagrant, c'est le décès de l'expert comptable. Là, c'est un cas malheureusement définitif. Le deuxième cas, c'est plus une incapacité temporaire. Donc, effectivement, un exemple, ce serait la maladie. On a eu certains cas avec le Covid dont on vient de sortir, avec des confrères qui ont fait des Covid longs, des Covid sérieux et qui ont eu besoin d'assistance. Et puis, il peut y avoir aussi un accident de la route. Vous êtes en moto, vous tombez, vous êtes dans le coma pendant plusieurs mois. On peut pas laisser votre cabinet à l'abandon parce que sinon, 6 mois après, vous n'avez plus de cabinet. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est que l'administration provisoire, généralement la durée, elle est à peu près de 6 mois et c'est la durée qui peut être nécessaire en cas de décès à trouver un successeur et à ce qui est la transmission de votre clientèle dans des bonnes conditions. Et l'ordre est là également pour veiller à ce que les conditions de transfert se fassent dans des délais, dans des montants normaux. Et puis, en cas d'incapacité temporaire, c'est d'attendre que vous puissiez revenir et regérer votre cabinet. Alors, l'administration provisoire, elle est formulée par une convention qui est signée entre les parties. Et si en cas de besoin, si un jour vous voulez faire de l'administration provisoire et que vous êtes nommé administrateur provisoire, l'ordre a des modèles. Donc, dans ce cas-là, il suffira de se rapprocher de la commission du tableau de Valérie Ponce qui est avec nous aujourd'hui et on vous enverra les modèles qui sont assignés. Donc, l'administration provisoire, on l'a dans quel cas?
On l'a principalement si vous exercez à titre individuel en BNC. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes le seul expert comptable et que même si vous travaillez seul ou même si vous avez des collaborateurs, il va bien falloir vous remplacer, puisqu'on ne va pas avoir le choix. Le deuxième cas, c'est si vous êtes expert comptable dans une société d'expertise comptable, mais que vous êtes le seul expert comptable. Auquel cas, si vous êtes empêché, personne dans le cabinet ne va pouvoir vous remplacer. Naturellement, si vous êtes dans une société avec plusieurs associés experts comptables, l'idéal, c'est effectivement que ce soit un des associés du cabinet qui va gérer votre portefeuille. Si l'associé n'était pas le gérant, de faire en sorte qu'il devienne le gérant de la société. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Voyez. On se disait également, mais si j'ai signé une convention d'entraide en désignant un expert comptable et que quelques années après, je m'associe avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui prime? Alors, naturellement, ce qui va primer, et l'ordre sera là pour juger, mais on essaiera de privilégier votre nouvel associé pour la gestion du cabinet plutôt que la personne que vous auriez mis dans une convention d'entraide 5 ans avant ou 10 ans avant. Vous voyez, c'est pas la convention d'entraide, elle est là vraiment pour dire s'il n'y a pas de solution, on va regarder quelles étaient votre volonté. Mais si vous êtes dans un cabinet avec d'autres associés, le problème ne se posera pas. Voilà. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas d'absence de convention d'assistance, si vous n'avez rien signé, le conseil régional doit être saisi. Alors, doit être saisi par vous si vous êtes en état de le saisir et de dire je suis malade, j'ai eu un accident, je ne peux pas me déplacer, j'ai besoin d'aide. Ou si en cas de décès, il faut que ce soit les ayants droit. Donc, c'est peut-être aussi à vous à prévenir votre entourage que si un jour il y avait un souci que vous puissiez plus exercer, la première chose à faire pour les ayants droit, c'est déjà de se rapprocher de l'ordre, de se rapprocher de la commission du tableau pour qu'on regarde dans quelle mesure on peut vous aider et que votre cabinet ne parte pas à la dérive. Hein. Le problème, c'est ça, c'est qu'on veut essayer. On sait très bien qu'une clientèle d'expertise comptable, c'est de l'incorporel. Il y a des clients qu'il faut rassurer. Et donc, le but, c'est de montrer aux clients que vous êtes empêché provisoirement, mais que quelqu'un va gérer à votre place et que dans quelques mois, vous pourrez reprendre vos activités. Donc, on a un but aussi de rassurer les clients. Voilà, donc la désignation de l'administrateur provisoire n'est pas obligatoire. Alors, il n'est pas obligatoire si une convention d'assistance a été signée et si vous êtes dans un cabinet, si tous les associés du cabinet ont dit en cas de décès, on préfère que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui soit l'administrateur provisoire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut le faire, vous voyez. Tout est ouvert. À chaque fois, c'est au cas par cas qu'on va analyser le dossier et qu'on va voir s'il y a vraiment un besoin. Si tous les associés s'entendent, il y a aucun souci. S'il y a des tiraillements entre les associés, peut-être qu'il vaut mieux qu'en cas d'empêchement provisoire, ce soit un tiers extérieur qui vienne remplacer pour qu'il n'y ait pas de problème particulier. Alors, que peut-on dire d'autre? Il peut y avoir la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire. Alors, dans quel cas y a-t-il des décisions judiciaires? C'est souvent quand il y a un désaccord avec les ayants droit en cas de décès. Donc, les ayants droit ne veulent pas un administrateur ou ne veulent pas l'administrateur qui a été nommé dans la convention d'entraide. Dans ce cas-là, effectivement, on va s'orienter vers un administrateur judiciaire pour s'occuper de la gestion du cabinet. Cela dit, cet administrateur judiciaire, s'il n'est pas expert comptable,
naturellement, on aura besoin d'un expert comptable également pour s'occuper de la partie technique. Vous voyez? Donc aujourd'hui, à partir du moment où on a désigné dans la convention d'entraide un expert comptable, on n'a pas besoin d'un expert, d'un administrateur judiciaire. Par contre, si ce n'est pas nommé dans une convention et s'il y a de désaccords entre les ayants droit, dans ce cas-là, on va passer par un administrateur judiciaire. Alors, le rôle de l'administrateur provisoire, l'objectif, c'est effectivement d'assurer la continuité du cabinet quand on sait que le blocage va durer 3 mois, 6 mois et que l'expert comptable va pouvoir reprendre sa place, ou d'arriver à un transfert, à une cession de la clientèle si effectivement on a quelqu'un de décédé. Ce qu'on va demander à l'administrateur provisoire, et peut-être à vous demain, si vous faites partie de la liste des administrateurs provisoires qu'on est en train de créer au niveau de l'ordre, c'est déjà qu'il y ait du dévouement, parce que, comme on disait, c'est une mission qui, a priori, est gratuite. Donc, voilà, que vous ayez du temps pour la faire. Il n'est pas question que vous preniez une administration provisoire si vous êtes déjà submergé avec votre cabinet. Ce serait ridicule et ce serait contre-productif. Voilà. Ce qu'on demande, c'est de la confraternité, le respect du secret professionnel. Ça, je pense que cela va de soi à partir du moment où on s'adresse à des experts comptables. Que l'expert comptable nommé soit indépendant et impartial. On lui demande également d'être intègre, mais ça, a priori, on n'a pas de souci particulier. Qu'il soit assuré en responsabilité civile, on l'a vu. Et le dernier point, je regarde en même temps, c'est qu'il informe l'ordre, effectivement, s'il rencontre des difficultés particulières. Voilà, il peut rencontrer des difficultés ou avec des collaborateurs, il peut rencontrer des difficultés avec les ayants droit. Sachez qu'en cas d'administration provisoire, l'ordre est toujours là pour veiller à ce que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de problème particulier. Donc, au niveau de la clientèle, c'est le respect de la clientèle de l'expert comptable. Donc, une règle, alors il y avait une règle qui était très claire, c'est que pendant sa mission, l'administrateur provisoire ne peut pas proposer ses propres services aux clients de l'expert comptable qu'il remplace. Donc, on s'est posé la question avec les permanents de l'ordre, de savoir si un expert comptable qui a une mission, par exemple, de tenue et qui ne fait pas de mission exceptionnelle, d'audit, etc., si un client dit tiens, je veux vendre ma société, j'ai besoin que vous m'assistiez, est-ce que l'administrateur provisoire peut le faire ou ne peut pas le faire en disant non, vous êtes client de l'ancien cabinet, donc je ne peux pas le faire, attendez 6 mois que j'ai fini ma mission pour… on va lui répondre, monsieur, dans 6 mois, ma société sera vendue. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Encore une fois, ce sera au cas par cas. Si vous avez ce genre de problème qui peut arriver, c'est de revenir vers l'ordre. Et nous, on examinera la situation et éventuellement, on vous dira, oui, il n'y a aucun souci, faites cette mission qui est bien délimitée, qui est une mission que ne peut pas faire le confrère que vous remplacez, ou qui est une mission annexe si par exemple le confrère ne fait pas de juridique et qu'un client vous demande du juridique. Mais à chaque fois, le but, c'est quand même que vous posiez la question à l'ordre et qu'au niveau de l'ordre, on valide ce que vous faites. Si vous ne posez pas la question à l'ordre, le principe, c'est une interdiction pendant la mission de proposer ces services. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'issue de l'administration provisoire par rapport à la clientèle? Donc, on nous dit que l'administrateur pourra reprendre les clients éventuellement à condition, avec des conditions très strictes.
Les conditions, c'est ou obtenir l'accord de l'administré s'il est toujours là et qu'il n'est plus en état de continuer, ou l'accord de ses ayants droit, de ses héritiers, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir. Il pourra, à condition qu'il y ait une indemnisation de l'administré ou de la succession, et dans tous les cas, il faudra qu'il y ait une validation préalable par le conseil régional. C'est-à-dire que le conseil régional examinera les conditions et, par rapport aux conditions, pourra donner son feu vert ou pourra estimer que les conditions ne sont pas remplies ou que sont déséquilibrées. Mais dans tous les cas, vous voyez, même là, il y a quand même une protection. L'ordre essaye de protéger le confrère qui a besoin d'aide. Donc, les missions de l'expert comptable provisoire, ça va être de suppléer l'expert comptable dans toutes ses prérogatives d'exercice. Donc, il va falloir qu'il fasse l'acceptation des missions, qu'il suive les collaborateurs dans les différentes missions, qu'il fasse la supervision des travaux et éventuellement la signature des rapports si on a des missions qui nécessitent de l'établissement d'un rapport, comme les missions de présentation. Si nécessaire, il faudra aussi suppléer l'expert comptable dans la gestion directe du cabinet. Ça, aujourd'hui, c'est très clair que l'expert comptable n'aura pas qu'un rôle technique, il aura également un rôle au niveau de la gestion du cabinet. C'est-à-dire, il faudra qu'il signe les lettres de mission s'il y a des lettres de mission de nouveaux clients qui étaient en cours. Il faudra qu'il s'occupe de la gestion des honoraires, de l'établissement, la gestion du personnel. Enfin, il supplée l'expert comptable qui est malheureusement défaillant. Et avant de prendre sa mission, ce qui est très important, il faudra qu'il informe les clients de l'expert comptable. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il envoie un courrier à l'ensemble des clients en expliquant que monsieur untel est empêché, alors ou provisoirement ou définitivement, et que dans ce cadre-là, les clients ont quand même la liberté de ne pas continuer la mission et ont la liberté de changer d'expert comptable. Alors, on s'est posé la question des lettres de mission en disant, oui, mais il y a des lettres de mission. Dans les lettres de mission qui ont été signées par les clients, la plupart du temps, on dit qu'il y a un délai de prévenance de 2 mois ou de 3 mois, que sinon, il y a des indemnités de rupture. Quid dans ce cas-là? Vous écrivez au client, un client dit non, moi, je voulais monsieur untel comme expert comptable, il est plus là, je travaille plus. Voilà. Est-ce qu'on peut faire jouer les indemnités de rupture? Alors, on a regardé les textes, a priori, non, parce que je dirais que c'est un cas de force majeure et qu'on ne peut pas obliger le client à rester. Il a choisi un expert comptable. Dans ces cas-là, il serait très difficile de lui demander des indemnités de rupture. Et si dans les 2 mois, le client veut partir, il pourra partir libre de tout engagement. Naturellement, si vous prévenez le client que monsieur untel est en incapacité pendant quelques mois, mais qui revient dans 3-4 mois, voilà, je pense qu'en général, et on le voit dans les faits, en général, les clients sont assez fidèles à continuer et comprennent que c'est quand même un cas de force majeure qu'il faut faire quelque chose. Donc, on parlait tout à l'heure, effectivement, de la rémunération ou de l'indemnisation de l'administrateur. Alors, la mission, comme on vous disait, elle est confraternelle et gratuite. Donc, il ne faut pas s'attendre à gagner des 1000 et des 100 en faisant de l'administration provisoire. Comme je vous disais, après, c'est au cas par cas. Si on sent que l'administration provisoire nécessite de passer un temps certain pour que la mission soit faite convenablement, il ne serait pas normal que le confrère ne soit pas indemnisé. Dans ce cas-là, comme je vous disais, où il y a un accord entre l'expert comptable empêché et l'administrateur provisoire, ou
s'il n'y a pas d'accord, de se retourner vers l'ordre pour voir à trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Voilà, alors si la mission d'administrateur provisoire vous intéresse, eh bien, vous pouvez nous rejoindre parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'ordre, effectivement, on avait mis en place cette convention d'assistance. Donc, quand il y a des soucis au niveau du tableau, on essayait, je dirais, de façon un peu informelle de trouver des solutions, de trouver s'il y avait un expert comptable, mais on n'avait pas un corps particulier d'administrateur provisoire. On a trouvé que ce serait assez intelligent parmi de faire un appel à candidature et que parmi les 6000 ou 6500 experts comptables franciliens, il y a peut-être des experts comptables qui ont un peu plus de temps ou des experts comptables un peu à la retraite ou à la pré-retraite ou des jeunes qui démarrent qui peuvent peut-être avoir du temps. Donc, si vous avez du temps, on serait assez d'accord pour que vous déposiez votre candidature. Alors, on a mis en place une charte de l'administration provisoire parce qu'encore une fois, c'est pas, il faut pas voir l'administration provisoire en disant je vais flairer les bonnes opportunités. C'est pas le cas. Donc, on examinera avec Virginie Roitman, la présidente de l'ordre, les différentes candidatures et les motivations des candidats. Et puis, on essaiera de faire un petit corps d'administrateurs provisoires. Alors, on n'a pas 50 000 dossiers, on touche du bois, heureusement, on n'a pas 50 000 dossiers par an, mais on a quand même entre 5 et 10 dossiers selon les années. Alors, c'est des dossiers, il y a pas mal de dossiers où ce sont des décès, mais on a aussi eu des dossiers de maladies, on a eu des dossiers d'accidents. Je me souviens d'un monsieur un de nos confrères qui a eu un accident de moto et qui était resté plusieurs mois dans le coma. C'était du jour au lendemain, ça a été quand même assez brutal comme situation. Il était seul expert comptable, il a fallu au pied levé trouver une solution le temps qu'il se réveille de son coma et puisse reprendre son cabinet. Et le fait qu'on soit là, son cabinet existait toujours 6 mois après, les clients n'étaient pas partis à droite à gauche. Donc, c'est très important. Et donc, on va mettre en place ce corps d'administrateurs provisoires, on va mettre en place une charte. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous vous adressez au tableau, au service tableau. Vous avez le mail de Valérie Ponce. Voilà, donc vous lui faites une petite lettre de motivation en expliquant vos désirs, en expliquant votre disponibilité. Voilà. Naturellement, on va essayer, si on met de l'administration provisoire, si on a un dossier au fin fond du 91, peut-être de mettre un expert comptable qui sera peut-être pas loin. On ne va pas prendre un expert comptable du 77 pour aller dans le 91. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, on va se monter un petit corps pour être opérationnel assez rapidement. Alors, moi j'ai beaucoup parlé, donc maintenant, je vais quand même laisser la parole alors à Patrick Souzana, qui effectivement a été ou est encore administrateur provisoire. Et donc, on va écouter un petit peu son témoignage pour qu'il nous explique de façon très concrète qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les difficultés. Patrick, tu es là? Oui, je suis là. Patrick devrait arriver. Je sens. Voilà. Ce sont les gens. Patrick, tu es là? Oui, je Sauf suis là, moi, je suis là. tu es là? Tu m'entends? Ouais, tout va bien. Bon, J'espère qu'on m'entend. donc je disais à nos invités que tu étais le président du comité solidaire et que tu t'étais déjà occupé d'administration provisoire et que ton témoignage va nous être très précieux. Bon, écoute, merci d'abord. J'interviens entre deux parties qui sont techniques. La première que vous venez d'entendre et qui était très complète, bien sûr.
Et puis ensuite, il y a surtout des outils. Alors moi, je n'ai pas de slide à vous présenter puisque c'est plutôt un témoignage. Et bon, compte tenu du sujet, moi qui vois toujours le verre à moitié plein, là, il est clair que je vais parler de choses un tout petit peu négatives, mais je pense que la prévention est une chose très importante en la matière. Tout d'abord, et sur les 6500 confrères, je crois que la population qui doit se préoccuper de ça, hein, je donne mon point de vue, hein, chacun aura le sien, je ne cherche pas à faire passer des messages, mais je pense que la population qui doit être prudente sur ces sujets-là, bien évidemment, c'est les experts comptables qui sont seuls, que ce soit dans la catégorie d'un BNC ou même dans une structure sociétale qui fait qu'en en fait, il est seul. Bon, ça, c'est le premier point. Il faut prendre des dispositions. Personnellement, j'ai été associé pendant de très nombreuses années et en 2011, je me suis retrouvé seul. C'est vrai que je n'ai pas rempli de documents au niveau de l'ordre, mais mon épouse savait exactement s'il m'arrivait quelque chose, quels étaient les deux confrères et qui en plus sont des amis qu'elle devait contacter. Bon. Euh, donc ça, c'est très important d'anticiper. Avant de parler de l'administration provisoire, parce que ça arrive souvent à la fin, dans cette prévention, il y a aussi tout ce qui concerne la solidarité du Conseil régional pour des confrères qui sont en difficulté. Alors, pourquoi je disais que c'était essentiellement des confrères qui travaillent seuls en tant que signataire, hein, je ne parle pas avec les collaborateurs, parce que ceux qui sont en régime associatif avec un, deux, trois associés à côté, en général, c'est les associés qui sont à côté qui prennent le relais. Hein. Le comité solidaire n'a été confronté qu'une seule fois pendant la période Covid par une demande d'une structure de 4 ou 5 associés, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, qui nous a demandé d'intervenir. Bon, avec la courtoisie que ceux qui me connaissent, j'essaye d'avoir toujours. Je leur ai dit que bon, c'est vrai que le Covid-19, c'était pas génial, mais qu'il valait mieux qu'ils se voient entre eux pour pouvoir trouver des solutions, d'autant que l'équipe avait des collaborateurs. Bien. Une fois qu'on a dit ça, les gens qui sont... Je vais arriver à l'administration provisoire, hein, ne vous inquiétez pas. Je crée le suspense. Plaisant. Il y a dès qu'on ressent des éléments qui font qu'on ne peut plus gérer son cabinet comme on voudrait. Eh bien, pour des raisons de maladie, que ce soit des maladies physiques ou des maladies psychologiques, je crois qu'il faut tout de suite faire appel à la solidarité des confrères. On a des outils, ce n'est pas le lieu pour le développer. Il y a eu des articles qui ont été écrits déjà sur ce que est capable de faire le comité solidaire. Mais en tout état de cause, ce que j'ai constaté, c'est que plus vite on venait vers le conseil régional, eh bien, les gens pouvaient trouver des solutions. Il y a très peu de demandes, heureusement, parce que, bien évidemment, les cas dont on parle sont des cas marginaux, mais importants, notamment pour la sauvegarde de la clientèle. À chaque fois qu'on est intervenu relativement tôt, où le confrère a pu sauvegarder sa clientèle, il ne s'agit pas pour nous de faire en lieu et place, sauf dans l'administration provisoire, on en parlera. Soit ils ont pu sauvegarder la clientèle, soit en repartant, parce que ça fait le confrère a pris du poids de la bête, si vous permettez cette expression populaire, soit il a pu céder sa clientèle. On est entre confrères, mais surtout entre amis, hein, on ne va pas se dire des fausses choses. Hein. Ce n'est pas dans les mêmes coefficients qui se font d'habitude, mais au moins il a pu sauvegarder une partie de son patrimoine. Alors l'exemple qu'on m'a demandé de voir ici est un cas où notre confrère, paix à son âme, n'a pas voulu prendre de décision et l'administration provisoire, moi j'en ai pas fait 50 d'administration provisoire, j'en ai fait une
mais dans des conditions assez difficiles. Bon, donc, le confrère nous a sollicité à travers le comité solidaire. On l'a accompagné, il a pris quelques mesures, mais très peu, très peu. Ne jugeons pas. D'abord, qui sommes-nous pour juger qui que ce soit? Mais quand on est dans la maladie et dans des maladies graves, ben, les mesures n'ont pas été prises, hein. Il faut savoir que quand on est arrivé, la clientèle, c'est une clientèle pas trop de 250 000 euros. Et puis, ça s'est dégradé jusqu'au moment où le confrère est décédé. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis intervenu en administration provisoire. Premièrement, il faut du temps. Bon, pour ceux qui me connaissent dans l'assistance, je ne vois personne, bon, mais ils le savent, je suis plutôt en retrait. Donc, j'avais ce temps. Je suis en train d'arrêter petit à petit mon activité. J'avais ce temps. Mais ça, c'est le problème le plus important. Deuxièmement, si l'administration provisoire a été bien préparée, eh bien, il y a une continuité. Il y a une continuité. Donc, le confrère qui va prendre la place, soit il s'occupe que de gérer parce que c'est bien organisé en interne et il va suivre les dossiers pour la signature. Ceci étant, Jean-Marie, tu as dit que c'était non rémunéré. Il est clair qu'on ne fait pas un business de ça, mais s'il y a du temps à passer, le confrère qui est empêché ou les ayants droit, à mon avis, n'ont pas de mal à comprendre ça et à accepter une rémunération qui sera discutée, hein. Je n'emploierai même pas le mot négocier dans ces conditions-là, mais qui sera discutée. Quand on arrive sur une administration provisoire, dans un cas comme celui où je suis arrivé, alors là, c'est difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire. Les clients mécontents depuis plus d'un an parce qu'ils n'avaient pas leur déclaration. Donc, il faut les rassurer. 2, les clients qui sont partis vers d'autres confrères. Et surtout, ne croyez pas que je sois médisant à l'égard des confrères qui ont repris les dossiers. On est venu les voir. On est venu les voir. On leur a dit, ben moi, les dossiers sont plus suivis, donc est-ce que vous voulez bien reprendre? Je ne vous cache pas que j'ai bien essayé dans le cadre d'échange, on va utiliser le mot échange, vous avez vu que le mot ne m'est pas venu spontanément. Dans le cadre d'échange, j'ai essayé d'obtenir des indemnités. Tous les confrères n'ont pas accepté les indemnités. Un a accepté, les autres ont dit, écoutez, pour nous, c'est un client qui est venu de façon tout à fait naturelle, avec des dossiers qui n'étaient pas traités, et on a pris le relais. Donc, il y a déjà cette perte de clientèle. Ensuite, il y a la clientèle qui est encore existante, qui en profite. Pour vous dire, non, il y a ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Puis il reste encore, heureusement, dans cette vie, des gens qui sont capables de compassion face à la situation et qui continuent. Donc ça veut dire que l'administration provisoire, en ce qui concerne ces dossiers dont je parle, et c'est dont on m'a demandé d'être témoin, eh bien, plus de collaborateurs, plus de documents faciles à retrouver, et il a fallu faire face à ça, sortir les bilans, et surtout, les ayants droit ont perdu toute possibilité de pouvoir céder. Alors, c'est la partie négative, mais on m'a demandé de faire un témoignage sur ce que j'ai vécu, donc je le fais. Je pense donc, et je le réitère, que, si on s'y prend suffisamment tôt, on peut échapper à ce genre de situation. Notre confrère était dans le déni face à la maladie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi de juger et je ne me permettrai pas. Mais si on est capable d'anticiper, alors on peut trouver des solutions et l'administration provisoire sera, de mon point de vue, quelque chose d'assez souple parce qu'on n'est pas face dans ces situations-là. Et là, je renvoie aux représentants du Conseil régional pour confirmer ou infirmer, on n'est pas face à des cabinets de taille surdimensionnée, quoi, hein. Au niveau
de la commission solidaire, je crois que le plus gros cabinet avait 3 personnes et un apprenti. Et ça a permis, bien évidemment. Donc, en synthèse, puisqu'on m'a donné un certain temps et que je me connais, si on ne me reprend pas la parole, je vais le dépasser. Donc, en synthèse, anticipation, anticipation. Et puis, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, ce n'est pas le fait de donner des éléments, de se faire connaître par l'ordre, que ça entraîne la maladie ou le décès. Donc voilà, et puis je voudrais quand même finir par une note positive. C'est important d'en parler, et je sais bien qu'il y a eu ce rendez-vous aux 50, mais nous sommes, par rapport à la profession, donc je n'ai pas de statistiques, mais si ma mémoire est bonne, nous sommes 21 000 experts comptables en France et de l'ordre de 6 000, 6 500 en région parisienne. Ce sont des cas très marginaux qui se comptent avec beaucoup de zéros derrière la virgule. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je repasse la parole à Paris, comme on disait anciennement. Merci Patrick, de votre écoute. c'est super, merci beaucoup. Tu nous as quand même éclairé. Et finalement, moi, ce que je retire de ton expérience, c'est qu'il faut quand même qu'on aille assez vite. Parce que, encore une fois, c'est de l'incorporel. Donc, plus on va vite dans la gestion et l'administration, plus, à mon avis, on peut sauver plus de choses au niveau du cabinet. Et Patrick, j'espère, je ne sais pas si tu nous entends encore, mais j'espère que tu vas rejoindre ce fameux groupe des administrateurs provisoires et on t'attend également avec impatience. Alors maintenant, je vais donner la parole à Maître Guillaume Bataille, qui est notaire et qui va nous expliquer les structures légales ou les règles légales concernant l'administration provisoire. Alors, Maître, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je vais effectivement aborder en quelques minutes des solutions qui sont des solutions d'anticipation, mais qui ne relèvent absolument pas de la profession d'expert comptable en tant que telle, qui relèvent de ce qu'on appellera le tronc commun, le droit commun, des solutions qu'on utilise pour tout type de chef d'entreprise pour anticiper les deux événements schématiquement que sont l'incapacité ou le décès. Et je vous propose donc qu'on évoque ces deux points. D'abord, l'anticipation de l'incapacité et puis ensuite l'anticipation du décès. Alors, au plan juridique, en général, en situation d'incapacité, nous, ce qu'on appelle l'incapacité au sens, je dirais, du terme juridique, c'est la survenance d'une situation dans laquelle on subit une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui nous empêche d'agir et, dans notre cas, notamment de poursuivre la gestion de son entreprise. Dans cette situation, quelles sont les conséquences si on n'a rien prévu de particulier? Quelles sont les conséquences immédiates qui se produisent en situation d'incapacité? On sait qu'on va avoir d'abord une première réflexion qui sera au niveau du droit commun, en parallèle probablement des mesures mises en place ou non au niveau professionnel d'administration provisoire. Au niveau du droit commun, on aura une situation de tutelle qui va s'ouvrir. Alternativement, si ce n'est une tutelle et que la personne est mariée, on peut se retourner vers des solutions particulières qui sont propres aux situations de personnes mariées. Donc le Code civil prévoit finalement que la tutelle n'est que subsidiaire et que lorsque le conjoint est amené à pouvoir prendre en main la gestion du patrimoine de la personne devenue incapable, on se passe de la tutelle, mais assez souvent on va dériver sur des procédures donc légales sous contrôle d'une juridiction et qui sont donc des procédures, par définition, où on va un peu perdre la maîtrise du déroulement des opérations, du délai et surtout qui seront en général absolument impropres à assurer la continuité du business. Donc finalement, ça ne convient pas. Pour améliorer cet état de fait, on a une première solution contractuelle
qui va venir tout de suite à l'esprit, qui est la mise en place d'un mandat de protection future, qui est une solution qui a été instaurée par une loi de 2006 rentrée en vigueur au 1er janvier 2007. Donc on ne peut pas dire que c'est maintenant un nouvel outil, c'est un outil qui a déjà 15 ans et qui peine un petit peu à trouver sa place. Pourtant, les chefs d'entreprise peuvent avoir tout intérêt à recourir à ce mandat de protection future parce qu'il revient, ce mandat, à du temps où on est parfaitement capable, organisé dans un contrat, sous seing privé ou notarié, même si on ne peut pas faire grand-chose légalement dans un contrat sous seing privé, on peut aller beaucoup plus loin dans les pouvoirs que l'on donne via un contrat notarié. Dans ce mandat, on va pouvoir, du temps où tout va bien, désigner un ou plusieurs mandataires avec des missions qui sont différentes. On va par exemple pouvoir distinguer ce qui relève des aspects personnels de ce qui relève des aspects patrimoniaux. Dans ce qui relève des aspects patrimoniaux, nous, ce qu'on suggère tout le temps à nos clients, c'est d'immédiatement distinguer ce qui relève de ce qu'on appelle communément le patrimoine privé et de ce qui relève du patrimoine professionnel. Parce qu'on a la possibilité de faire un peu du sur-mesure et de désigner, par exemple, 3 mandataires. Le conjoint pour les aspects personnels, le patrimoine privé à tel ou tel enfant ou à plusieurs enfants conjointement, le patrimoine professionnel à tel enfant qui est diplômé ou en tout cas qui remplit les conditions réglementaires pour exercer la profession. Alors ça peut être dans votre situation une personne qui est diplômée expert comptable, mais ce mandataire peut évidemment être choisi hors de la famille parmi, vous le disiez tout à l'heure, une personne de confiance, un confrère, ami ou que l'on a parallèlement nommé administrateur provisoire de manière à ce qu'il y ait une cohérence entre les différents outils qu'on utilise. Donc cet outil de mandat de protection future, il est quand même assez utile. Alors, lorsqu'on exerce son activité professionnelle en société, on a vu que le problème était peut-être moins saillant parce que souvent on peut compter sur un associé. Il faut bien voir que le mandat de protection future, même lorsque l'on est 2 ou 3 experts comptables associés dans sa structure d'exercice, peut être utile pour, indépendamment de la vie quotidienne, qui est le suivi courant des dossiers, ce qui peut amener à dire on n'a pas besoin d'administrateur provisoire. Oui, mais le mandataire de protection future, lui, n'est pas là en tant que tel lorsque vous exercez en société pour gérer l'entreprise. Si l'entreprise est gérée en société, le mandataire de protection future, il est au niveau du dessus. Il est celui qui va gérer votre patrimoine professionnel. Donc, votre patrimoine professionnel, ce sont vos titres si vous exercez en société. Donc, c'est celui qui va venir exercer le droit de vote. Donc, il n'est à ce moment-là absolument pas, superflu de doubler l'existence de ces associés qui vont gérer les affaires courantes et empêcher la déperdition de la clientèle, d'un mandataire de protection future qui va venir empêcher que l'incapacité d'un des 2 ou 3 associés dans mon exemple vienne bloquer le fonctionnement des assemblées générales, par exemple, ou vienne perturber le bon déroulement et la bonne vie de la société. Donc, c'est un point qui est quand même relativement important de pouvoir compter sur cette continuité selon que l'on exerce à titre individuel ou en société. Je dirais qu'au niveau de l'anticipation de l'incapacité, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils plus aboutis. On pourrait bien sûr penser, encore une fois, non pas à la place du mandat de protection future, mais pour rajouter encore un complément au mandat, mais ça c'est du droit commun que vous connaissez parfaitement, à aller aussi regarder si par hasard le simple droit des sociétés ne nous offre pas des solutions utiles via la désignation d'un gérant ou d'un président successif, via des clauses statutaires qui viendraient permettre de faciliter le bon suivi de la survenance d'une incapacité. Mais le mandat de protection future est un instrument complété par le droit des sociétés éventuellement pour la situation de l'associé devenant incapable. L'hypothèse du décès ajoute au sujet
de l'exercice du pouvoir de décision et de la continuité des affaires courantes ajoute un autre sujet, c'est celui de savoir qui hérite, qui sont les ayants droit. Et donc là, face au droit commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, là, les actifs sont transmis aux ayants droit désignés dans le droit successoral, donc par le Code civil, le conjoint éventuellement, les enfants, avec des éventuels démembrements qui peuvent en découler. Face à cet état de fait, que peut-on faire ? On peut envisager la mise en place de 2 instruments, cette fois bien distincts, qui vont venir organiser le transfert des titres et le transfert des pouvoirs décisionnels. Le transfert du pouvoir décisionnel va se gérer à travers ce qui est une forme de prolongation du mandat de protection future, mais post-décès. C'est le mandat à effet posthume. Le mandat à effet posthume, c'est le contrat par lequel on va désigner un tiers mandataire pour administrer et gérer des actifs, tout ou partie de ces actifs, dans l'intérêt des ayants droit. Donc, ce n'est absolument pas un legs, c'est au contraire une manière de faciliter la gestion d'un actif dont on peut imaginer qu'il est particulièrement difficile à gérer, une entreprise individuelle ou les titres d'une société d'exploitation, et que l'on va confier à un mandataire qui n'aura donc pas de rôle d'ayant droit, qui ne sera ici que pour assurer la gestion soit de l'entreprise si c'est une entreprise individuelle, soit des titres de la société s'il s'agit d'une entreprise, d'un cabinet exploité sous forme sociétaire. Ce mandat à effet posthume s'exerce suivant des conditions qui sont convenues avec le mandataire. Il faut évidemment qu'il soit mis en place du vivant, et il ne deviendra efficace qu'au moment de la survenance du décès. Il s'exerce en principe à titre gratuit, encore que le Code civil prévoit bien sûr qu'il est possible de passer toute convention permettant d'organiser une mission onéreuse. En général, ce qu'on suggère, c'est que ce qui relève du mandat à effet posthume sur le patrimoine privé soit gratuit, ce qui relève de l'exercice du mandat à effet posthume sur le patrimoine professionnel soit rémunéré, ce qui permet en général de garantir du temps où on n'est plus là, un certain sérieux dans l'exercice de la mission. Ce mandat à effet posthume dure entre 2 et 5 ans. On ne peut pas aller plus loin qu'une durée de 5 ans, mais ce serait malsain d'envisager une mesure provisoire sur une entreprise pour une durée qui paraît déjà infiniment longue. Donc, je dirais 12 mois, 24 mois, ça me semble être amplement suffisant. Si c'est amené à durer plus, c'est qu'on a mal perçu ce que doit être le mandat à effet posthume a priori. Dans cette situation, le mandat à effet posthume est un premier instrument. Le deuxième instrument, qui ne va pas venir traiter le sujet du pouvoir, mais le sujet de la dévolution de la succession, c'est-à-dire l'attribution des actifs, c'est bien sûr le testament. Testament par lequel on pourra adapter le transfert des actifs pour faire en sorte de favoriser la continuité du cabinet. On peut imaginer par exemple réserver dans un mandat à effet posthume une gratification au profit de celui qui sera amené à gérer le cabinet, ou en cas de transmission intrafamiliale faire en sorte que l'enfant repreneur bénéficie peut-être d'une attribution préférentielle sur les titres de la société de l'exploitation, si parmi les enfants du défunt, il y a une personne qui est habilitée à exercer la profession en continuité. Donc, voilà les outils auxquels on peut penser, des outils finalement traditionnels, droit des sociétés, testament, et puis des outils un petit peu plus spécifiques qui sont probablement sous-utilisés, de mandat de protection future pour la période d'incapacité, mandat à effet posthume pour la période post-décès. Merci, maître. Alors, je voulais surtout dire à tous les gens qui nous écoutent en visio, si vous avez des questions à poser, posez-les. Hein. Profitez-en. On a un juriste avec nous. On a des gens un peu compétents. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour l'instant, on n'a pas de questions, Valérie. Si, on a une question. Alors, on va prendre la question. L'assurance
Alors, on nous demande quid de… Quid de l'articulation mandat de protection future, mandat effet posthume avec une assurance homme-clé. Écoutez, les effets de l'assurance homme-clé, c'est Ce sont des effets financiers, d'organiser le versement d'une prestation d'assurance en cas de survenance d'un risque. Le mandat de protection future, lui, vise uniquement à exercer des pouvoirs décisionnels et la gestion d'actifs dépendants du patrimoine de l'incapable, de l'expert comptable qui se trouve en situation d'incapacité. Donc, à mon avis, ce sont deux domaines bien distincts. Deuxième question. L'assurance homme-clé pourrait être utilisée pour rémunérer le mandataire. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'assurance homme-clé pour rémunérer le mandataire? J'ai tendance à dire que l'assurance homme-clé, ça dépend. Si elle rentre dans le patrimoine de la société, elle rentrera dans le patrimoine. S'il faut rémunérer un administrateur provisoire et qu'on est en société, je pense que c'est la société qui prendra en charge cette rémunération. Donc oui, a priori, il n'y a pas d'interdiction à mon sens. Hein. Oui, alors je suis d'accord, mais en revanche, faire en sorte que l'assurance homme-clé désigne pour bénéficiaire dans le mécanisme d'assurance le mandataire de protection future ou à effet posthume au titre de sa rémunération, ça je pense qu'il faut l'oublier, c'est pas une bonne solution. C'est pas le principe de l'assurance homme-clé. L'assurance homme-clé, elle indemnise l'entreprise et l'entreprise supporte le coût de sa gestion via une rémunération qui est convenue, soit dans l'administration provisoire que vous évoquiez, soit dans les mandats que je viens d'évoquer. Alors, une autre question. À la marge, les personnes qui s'inquiètent de savoir si le support sera transmis. Alors, le support va-t-il être transmis? Non, on va le faire payer. Hein. Un aussi beau support. On le vend. On le vend au plus offrant. Oui, absolument. Le support sera transmis. Oui, donc le support sera transmis. Ne vous inquiétez pas. Alors effectivement, on a vu le côté pratique de la convention. Donc si vous avez fait une convention, c'est bien beau, mais c'est pas le fait d'avoir fait une convention et d'avoir désigné un confrère pour vous remplacer, même provisoirement, qui règle tous les problèmes. Moi, personnellement, j'ai eu un problème important d'un de mes associés qui malheureusement est décédé d'une crise cardiaque. Et on n'avait pas accès à son ordinateur parce qu'on n'avait pas le mot de passe, on n'avait pas accès à aucun de ses comptes. Et effectivement, on a été dans une panade importante parce que tout était bloqué. Effectivement, on avait tous les pouvoirs pour gérer, mais en pratique, on n'avait pas les codes pour pouvoir accéder. Donc, je vais passer la parole à Vincent Hamou, qui est un de nos confrères commissaires aux comptes et qui va nous expliquer la mise en place de quelque chose qui s'appelle Sérénité Pro. Vincent, je te laisse la parole pour que tu expliques à nos confrères qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans Sérénité Pro et tout ce qu'ils peuvent y mettre, sans rien oublier. Bonsoir à tous et merci de cette introduction, Jean-Marie. C'est tout à fait ça. Il est vrai que voilà, lorsqu'il y a un accident, un problème, etc., qu'est-ce qui se passe? Oui, les données, comme tu viens de le dire, ça peut être essentiel pour continuer à faire fonctionner le cabinet. La compagnie et l'Ordre de Paris, hein, les deux se sont associés et se sont associés à une start-up qui s'appelle Mes Volontés, et on a développé vraiment un outil avec cette start-up qui est vraiment adapté à notre profession. Alors c'est assez simple hein, comme offre. C'est effectivement à ce qu'on nous a dit. Hein. Pardon ? Tu as suivi une petite formation sur. Oui. D'accord. Et donc c'est super. Explique-nous. Alors moi, non seulement j'ai eu effectivement la chance de pouvoir échanger avec la fondatrice
du système et donc qui m'a expliqué vraiment des petites choses précises. Mais en plus, effectivement, j'ai pu aussi tester le coffre-fort numérique. Je l'ai mis en place pour moi-même à titre personnel, enfin à titre personnel pour le cabinet. Hein. Je fais aussi bien de l'expertise que du commissariat et donc je suis dans le cas de tout le monde avec quelques collaborateurs. C'est quand même très intéressant. On sait le nombre de mots de passe et d'accès divers auxquels on a accès, que ce soit les banques, que ce soit l'administration fiscale, que ce soit etc. Tout ça, souvent, on le met dans quelques fichiers. Bah, ces fichiers-là, vous avez la possibilité de le mettre dans ce coffre-fort numérique. Et évidemment, c'est d'abord très simple. Moi, ça m'a tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est une très bonne idée, cette idée. Je me suis dit, j'espère que c'est bien fait. Et quand je l'ai utilisé, comme tu dis, Jean-Marie, je l'ai utilisé, on m'a montré comment l'utiliser, mais honnêtement, je l'avais déjà mis en place la veille de cette petite formation avec la fondatrice. Et ça a été comme sur des roulettes. C'est vraiment quelques instants, quelques minutes, 2 à 5 minutes. On les a jamais, mais il faut les trouver parce que c'est rien du tout. Et ça permet effectivement tout de suite de sécuriser ces données, le tout en toute confidentialité. Et voilà. Et ensuite, c'est plutôt bien organisé. Alors effectivement, on peut laisser les instructions, les contacts, on peut laisser les codes d'accès. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai un peu tout dans un code, dans un fichier Word un peu sécurisé avec un mot de passe. Ben, j'ai indiqué effectivement où se trouvait ce fichier Word, comment on pouvait l'ouvrir, quel était le mot de passe, etc. Et là déjà, la personne que j'ai désignée, puisque derrière on donne les instructions, on désigne aussi des personnes, pourra évidemment assez facilement prendre la suite. Alors on désigne plusieurs personnes, hein, on désigne aussi bien pour le perso si on a envie, et ça c'était 2-3 slides avant, il y a une petite précision, c'est que pour le perso, il y a une cotisation annuelle de 15 € qui est en plus, mais sinon pour le professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement simple et offert en fait par l'ordre et la compagnie. Donc il faut en profiter, ça prend encore une fois quelques minutes. Vous associez à chaque instruction le contact adapté. Vous lui mettez un code d'accès, c'est sécurisé. Alors j'ai demandé, ils ne sont pas encore ISO normés, etc. Mais évidemment, c'est tout ça, c'est contrôlé, c'est des serveurs sécurisés, c'est RGPD, et puis voilà, bon, ça a l'air assez sérieux. Et évidemment, seul vous-même avez accès ou le jour malheureux qui survient, eh ben, la personne que vous aurez désignée qui devra prouver effectivement que il y a eu un décès, un accident de la vie qui fait que la personne a besoin de ces codes-là. Donc, pour continuer à faire fonctionner le cabinet, comme tu disais, il faut ces mots de passe et ça, c'est vraiment un outil qui est pas mal. Ça permet d'avoir les infos professionnelles, les contacts professionnels, les codes d'accès vraiment spécifiques à notre profession, les instructions professionnelles qu'on peut laisser. Donc, à chaque fois, on remplit un champ, c'est vraiment rapide. On peut ensuite passer vraiment des minutes de plus pour remplir quelque chose encore plus affiné. On peut le faire en plusieurs fois, c'est pas la peine de tout faire en une fois. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt très simple de le mettre en place. Et à mon sens, au cas où, ça sera bien utile le cas échéant. Qu'est-ce que... on en a besoin, par exemple, j'ai un accident, je suis dans le coma, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai rempli ce document, mes volontés, mais donc qui est au courant? L'ordre est déjà au courant que j'ai ouvert un compte, alors je présume. Alors, je suis pas sûr que ce soit l'ordre qui soit au courant. En tout cas, la société là qui gère ce système est au courant, puisque moi j'ai prévenu en fait les deux ayants droit que j'ai nommés. Alors j'ai nommé mon épouse parce que je trouvais ça plus simple, mais on m'a très justement dit oui, mais ton épouse, il peut t'arriver quelque chose avec elle en même temps. Donc j'ai également nommé par exemple mon frère, personne de confiance. Je pourrais très bien nommer, ça va être le cas, je vais le faire un petit peu après, nommer un copain, confrère de confiance à qui je vais nommer. Et effectivement, ces gens-là sont informés puisque
dans ce système-là, il y a cette société nous envoie de temps en temps un mail pour nous demander si tout va bien, quoi. Et donc, si on répond au mail, tout va bien, voilà. Et sinon, évidemment, normalement, que ce soit un ayant droit ou un administrateur désigné par l'ordre, sera mis au courant et aura accès à ça, puisque vous pouvez évidemment désigner l'ordre. Hein. Je crois que dans les exemples qui sont dans les slides, il y a l'ordre qui est désigné. Donc, vous pouvez désigner des personnes qui vont s'occuper du cabinet en cas de souci, comme tu en as parlé en début de cette présentation. Et alors, vous voyez sur le slide, effectivement, là, je pense que c'est en prenant l'option payante. Alors, l'option payante, c'est 15 € par an. Alors, je pense qu'on peut la prendre sans problème. Les directives anticipées, les dernières volontés, vous pouvez même dire à qui vous attribuez votre animal de compagnie. C'est peut-être important. Ça va loin. Vous pouvez mettre un testament, vous pouvez mettre des messages personnels, bientôt des vidéos, donc faire un inventaire, les codes d'accès, là je pense que c'est important. Regardez, même nos téléphones, le code d'accès de notre téléphone, c'est tellement personnel que s'il nous arrive quelque chose, personne n'y a accès. Je vois Valérie qui me fait un petit signe, il y a peut-être des questions. Alors, la question de Valérie, c'est que faire si on n'a plus de parents, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de femme ou on n'a pas d'homme et on n'a pas d'amis. Bah, peut-être qu'on prend un gros caillou et on va se jeter dans la Seine parce que je ne vois pas d'autre solution. Non, non. Que faire? Mais mettez l'ordre. Vous pouvez mettre le président de l'ordre en disant il m'arrive quelque chose. Je nomme le président de l'ordre qui pourra avoir accès à toutes ces données. J'ai une question dans la salle. Ouais. Alors, Vincent, tu as entendu? Est-ce que cet outil fait aussi gestionnaire des mots de passe? Est-ce que les mots de passe non, effectivement, c'est une des questions que je me suis posée. Et donc, j'ai demandé effectivement à la fondatrice si c'était possible. Et ce n'est pas un outil de gestion des mots de passe. Mais c'est elle qui m'a soufflé l'idée, et c'est ce que j'ai fait finalement. Vous pouvez très bien, encore une fois, mettre un endroit, un cloud, un lien vers un cloud où vous mettez sur un cloud un fichier de mot de passe, tout simplement, un fichier sécurisé, Excel, Word, avec un petit mot de passe, et vous mettez toutes les instructions pour accéder au cloud et pour ouvrir, enfin, et le mot de passe pour ouvrir le fichier. Ça prend vraiment 5 minutes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais allez voir, en plus c'est gratuit, allez voir sur le site Sérénité Pro, regardez, apparemment Vincent, tu nous confirmes que c'est assez plaisant. Ouais, voilà, c'est extrêmement facile de l'utiliser. Je vous dis, je l'ai fait un soir à 20h ou 22h d'ailleurs, à 22h05, j'avais terminé, j'avais rempli ce que je voulais remplir, qui me semble vraiment l'indispensable de l'indispensable. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin et passer un quart d'heure, une demi-heure, un jour au calme au bureau, on reprend un petit peu, on réfléchit, on se dit tiens, je vais peut-être nommer tel confrère, je vais peut-être voilà, et on peut aller plus loin et donner des instructions par personne, voire éventuellement donner des instructions à un collaborateur en cas de problème. Pourquoi pas son bras droit au cabinet, on peut très bien lui donner des instructions pour qu'il puisse faire avancer le cabinet sous la houlette d'un confrère, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment, tout est possible. C'est assez facile. L'interface est très, très lisible, très simple. Alors, elle doit être revue a priori, mais ça va être évidemment pour encore plus de lisibilité et de simplification. Mais vraiment, c'est 5 minutes, vous avez fini. Hein. Ce qui me faisait peur et je voulais pas m'y mettre, jusqu'à la veille de la formation, je m'y suis pas mis, et quand je m'y suis mis, ça m'a pris moins de 5 minutes. D'accord. Alors les chiffres, c'est intéressant parce que bon, déjà il y en a un de plus depuis avril puisque moi je suis dedans. J'ai aussi demandé si ça portait la poisse et s'ils en avaient, s'il y avait eu des ouvertures. Il se trouve que non, donc vous pouvez le faire. Ça ne porte pas la poisse puisque ça n'a pas encore été utilisé depuis l'ouverture. Voilà.
Alors, vous voyez, depuis le mois d'août, en août, on avait 50 inscrits. En avril 2022, on en a 147. Alors, sur les 6500 experts comptables franciliens, on a encore de la marge, mais c'est vrai que il faut aller sur ça. C'est pratique et je vous jure, pour avoir eu malheureusement avoir à subir le décès d'un associé, c'est terrible quand c'est brutal et qu'on n'a aucun élément ni du téléphone, ni de l'ordinateur, ni d'impôt.gouv, ni rien. C'est compliqué. Alors oui, effectivement, on nous dit quelle est la pérennité de Sérénité Pro. Est-ce que Oui, ça va... ça, je sais que là j'avais échangé avec les permanents de la compagnie qui m'avaient dit qu'effectivement la société avait été quand même auditée entre guillemets en amont pour vérifier sa solidité. Donc oui, c'est une solution pérenne et les données elles sont pas dans la nature. Et bon, la startup a l'air d'avoir levé des fonds. Là, effectivement, on n'a que 150 confrères qui sont inscrits. Il y a aussi la partie plus classique sur laquelle ils se développent. Ils ont levé des fonds et ils vont bien. Voilà. A-t-on d'autres questions dans l'assistance? Non, tout va bien. Vous n'avez pas de... Vous avez tout compris, vous n'avez aucun souci. Alors on vous met le téléphone ou contacter les gens qui ont développé cette application. Mais allez la voir, ça coûte rien et ça peut effectivement, je pense, nous aider. Voilà, alors effectivement, leur site c'est mesvolontés.net et c'est la même chose. Notre outil, c'est finalement Sérénité Pro. C'est juste une reproduction du site Mes Volontés, mais destiné spécifiquement aux commissaires aux comptes et aux experts comptables, avec des petites spécificités, comme par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les codes tout simplement d'inscription à l'ordre, d'inscription à la compagnie, les comptes Aglaé et autres pour pouvoir accéder justement à nos outils en cas d'empêchement. Super. Eh bien, écoute, Vincent, merci énormément. Tu nous as inspiré, puis tu nous as surtout donné envie d'aller voir de plus près. Moi, je vais aller ouvrir un compte. Je vais être le 148e. Voilà, ça va. Et monsieur aussi, 149. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci encore. Et puis, soigne-toi bien. J'ai appris que tu t'étais chopé une petite saloperie, tu vois, ça arrive. Voilà. Donc, le Covid est revenu et je suis dedans, donc je me suis isolé à la campagne, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous. Ça ne va pas être grave et qu'on ne va pas devoir utiliser le Sérénité pour aller chercher tes codes. Hein. Mais voilà, j'étais plus serein quand je suis tombé malade. J'avais Sérénité Pro au cas où. Ah ben voilà, tu es quelqu'un de prudent. Hein. Tu es quelqu'un de prudent. Et en tant que commissaire aux comptes, effectivement, je posais la question, est-ce que ça concerne aussi les commissaires aux comptes? Mais je suis bête, parce que les commissaires aux comptes, on a des suppléants. Donc déjà, on n'a pas de problème sur les dossiers. Après, il pourrait y avoir des problèmes dans la gestion du cabinet. Et ça, je pense que... On a des suppléants et il y a une petite règle qui est apparue il y a peu, où on peut ne plus avoir de suppléants. C'est toujours obligatoire dans les sociétés cotées et dans les associations, mais dans les sociétés commerciales, ce n'est plus obligatoire sous réserve que le cabinet soit et plusieurs associés, mais pas uniquement des associés commissaires aux comptes. Donc ça permet de tenir avec un associé qui n'est pas commissaire aux comptes le temps que l'associé non commissaire aux comptes restant puisse nommer un confrère pour assurer la suite et la signature sur tous les mandats. Mais effectivement, c'est pas systématique que ce soit le suppléant qui reprenne en fait désormais. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, merci encore et soigne-toi bien. Hein. Allez, merci, au revoir. Ne reviens pas nous contaminer. Hein. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va
on va regarder le calendrier. Alors, c'est le calendrier de tous les événements qui ont lieu en juin-juillet. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous voyez, il y a un accompagnement le 14 juin, accompagnement d'experts comptables dans le cadre du volet social et des orientations stratégiques. Le 14 juin, il y a un club patrimoine sur les sociétés civiles et les SARL de famille. Ça va être très intéressant. Le 16 juin, une webconférence pour les stagiaires troisième année. Un club fiscal le 16 juin également. Voilà, 17 juin, l'e-recrutement. Si vous avez des besoins en recrutement, n'hésitez pas, 16 et 17 juin. Le 21, c'est le sommet BFM sur le patrimoine. Le 22 juin, il y a un comité RSE. Voilà. Et le 28 juin, de 18 à 20 heures, il y a un club DAF pour les gens intéressés par tout ce qui est DAF externalisé, qui est une belle ouverture également pour notre profession. Ben, écoutez, là, je crois qu'on a fait le tour de tout. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce rendez-vous du 50 a été intéressant, même si le sujet, sans être vraiment morbide, n'était pas très, très joyeux. Mais bon, il faut savoir l'aborder. Encore une fois, c'est pas ce qui va nous faire mourir plus rapidement, mais au moins, on mettra peut-être pas les gens qui sont derrière nous dans l'embarras si on a fait toutes ces diligences qu'on vous a proposées aujourd'hui. Voilà, je remercie les gens qui étaient présents ici. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout en visio. Pour ceux qui ont quitté d'avant, on a les noms et voilà, tant pis pour vous. Et puis nous, on va boire un petit verre, c'est ça? Bon, on va boire un petit verre avec les gens présents. La prochaine fois, venez aux 50. Vous verrez, c'est très convivial et au moins, vous viendrez prendre le petit verre de l'amitié avec nous. Je remercie tous les présents. Je remercie surtout Valérie Ponce qui nous a quand même préparé ce 50, les slides et qui nous a bien aidés. Elle est là pour vous aider. Si vous êtes intéressé, alors je me répète, mais si vous êtes intéressé par faire de l'administration judiciaire, rapprochez-vous de la commission du tableau et de Valérie Ponce. On va mettre tout ça en place pour être opérationnel dès septembre. Au moins, si un jour il y a un souci qui arrive à l'un d'entre nous, on peut déjà tous être assurés que les confrères seront là pour nous aider. Voilà, un grand merci à tout le monde et à très bientôt.